La règle, c'est le clash. Oui. Plus ça choque, plus c'est clivant, plus ça marche. Et donc, finalement, pour gagner de l'argent, pour gagner de la visibilité, faut faire du clash, faut faire du prank, faut faire du drama. Enfin, vous avez cité Eva Guénam dans l'hémicycle, donc il y avait un côté un peu dissonance. Aujourd'hui, on sait que quand on fait de la pub, on doit dire qu'on fait de la pub. C'est de la base, mais en fait, si on ne le dit pas, on trompe, on dupe son public. Le sujet de TikTok, c'est l'algorithme. C'est ce qui fait à la fois la puissance de l'application. On n'arrive pas à s'en détacher parce qu'elle nous propose des contenus qui nous plaisent. Je trouve que c'est une grande injustice. C'est qu'on a beaucoup plus parlé des auditions des créateurs problématiques. Elle a catalysé l'attention, mais d'une certaine manière était la révélatrice de ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le fait que les contenus les plus chocs, les plus clash, vont être ceux qui vont le mieux marcher. Moi, quand je vais dans une classe et que je demande à des élèves de CM2 s'ils connaissent Adèle Laurent, je l'ai encore fait la semaine dernière, ils font « Oh, 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 bah oui, on connaît !» Voilà, ils savent très bien qu'il y a un problème de connaître Adèle Laurent, mais comment c'est possible en fait qu'ils aient accès aussi facilement à de la pornographie, à des contenus violents. Quand Nasdaq nous explique qu'il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros, mais il le dit de façon un peu plusieurs centaines de milliers, comme s'il avait un peu honte de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Leur ignorance des règles de base de diffusion, mais surtout en fait, le fait qu'ils refusent de reconnaître leurs propres responsabilités quand ils font des contenus problématiques. Je suis désolé, mais quand on a des paroles qui sont violentes envers les femmes, qui appellent à l'inégalité, à violenter les femmes éventuellement si elles ne sont pas d'accord avec nous, etc., l'impunité totale, elle n'existe pas. Et on finit tôt ou tard par le payer. Est-ce que vous avez été satisfait des réponses qu'a apporté TikTok ? C'est du foutage de gueule. Voilà, on reviendra vers vous, on vous donnera les réponses plus tard. Comprenez, 15 jours, c'est pas assez. Enfin, mais c'est ça, pour faire un contrôle F dans ton rapport d'activité. Donc si on critique négativement un contenu raciste, si on le regarde parce qu'on est choqué, en fait on va y être exposé de plus en plus. Oui. Donc voilà, il y a des effets de bulle d'enfermement, mais il y a aussi des effets de dérive. C'est que ça va radicaliser, ça va polariser le débat, parce que ce qui est radical est ce qui choque et ce qui capte l'attention. Je vois par exemple en ce moment les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Il y en a certains, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont pas besoin de travailler. En fait, il faut taxer les héritiers pour redistribuer la richesse. Bonjour et bienvenue dans RSVP, le podcast où la voix des citoyens rencontre celle de ceux qui dirigent. Ici, on explore les coulisses de la politique, de l'économie et des entreprises avec ceux qui les façonnent. On est là pour poser les vraies questions, celles qui comptent, celles qui permettent de mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez retrouver l'épisode complet sur YouTube et Spotify, sur les différentes plateformes de streaming en audio et également sur mon compte Instagram, Charles Gasto. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Delaporte, député de la 2e circonscription du Calvados. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors je sais que vous êtes un expert des débats télévisés ou des joutes oratoires à l'Assemblée nationale ou en commission. Modérément. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est votre premier podcast ou vous en avez déjà fait ? Non, podcast, non, j'en ai déjà fait pas mal. Mais dis que là, on a le temps pour vraiment... Podcast YouTube, moi je veux dire, je suis plutôt habitué chez Sam Zira. Voilà, oui, je vois. Mais c'est pas le même type. En effet. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de vous, notamment sur TikTok, puisque vous avez présidé donc la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes. Vous êtes également à l'origine, en 2023, avec le député Stéphane Vogetta de la loi Influence. Je vous propose qu'on revienne un peu sur ces sujets un petit peu plus tard. Mais avant, j'ai envie de vous poser un peu des questions sur votre parcours pour mieux comprendre en fait qui est la personne derrière le costume de député. Qui est le petit cœur qui se cache derrière moi. Exactement. Voilà. Et je commence avec une question qui était: quel était le job de rêve quand vous étiez enfant ? Juge pour enfants. Quand j'avais 13-14 ans, moi je voulais être juge pour enfants. J'avais entendu une émission le soir sur France Inter d'un juge pour enfants au tribunal de Bobigny. Je me suis dit, mais ce métier est magnifique. C'est des gens qui font quelque chose de pas simple, mais qui le font avec grande humanité. Donc voilà, c'était un peu ça. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que finalement, je me suis dit que j'allais pas faire des études de droit. Je me suis dit que j'allais passer des concours administratifs. Puis, voilà, c'était un peu ça. Puis en fait, j'ai fait une prépa littéraire et j'étais interne à Paris et j'ai bifurqué. Enfin, c'est les hasards de la vie, quoi. Bah, justement, vous étiez plutôt orienté vers le littéraire. Vous êtes agrégé d'histoire. Ouais. Pourquoi s'être lancé en politique finalement ? Disons que, en fait, quand j'ai toujours été très engagé. Quand j'étais au lycée, au collège, mais engagé pas tant dans un parti politique ou un syndicat, mais j'étais au conseil de la vie lycéenne, machin, je gérais les clubs du lycée, je faisais de la radio, machin. Bon. Et après, je m'étais toujours dit qu'un jour, je m'engagerais en politique parce que ça faisait partie pour moi de la suite un peu de mon engagement. Et donc, quand j'ai passé des concours que j'ai eus, et là, je me suis retrouvé à avoir un peu plus de temps.
Et c'était le moment du mariage pour tous, donc j'ai adhéré au Parti socialiste. Puis de fil en aiguille, en parallèle, on va dire, de mon cursus de recherche universitaire, je me suis mis à m'impliquer de plus en plus en politique. Mais justement, vous avez été élu à 30 ans, vous êtes quand même parmi les jeunes de l'Assemblée nationale, j'imagine. C'est justement un monde qu'on imagine plutôt vieux, souvent dans l'imaginaire collectif. Ah bah c'est sûr. On était... Alors aujourd'hui, il y a plus de jeunes en politique. Notamment à l'Assemblée nationale, on a plutôt une vingtaine de députés, je dirais, qui ont moins de 35 ans. Mais en 2012, par exemple, les plus jeunes, ils avaient 31 ans. Ah oui. En 2000, moi je me souviens, j'ai bossé avec un député en 97, pareil, c'était le plus jeune de l'Assemblée, il avait 31 ans. Aujourd'hui, en fait, vous avez plein de députés qui ont moins de 30 ans. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avec l'effondrement, on va dire, des partis politiques traditionnels à partir de 2017, où il fallait attendre longtemps avant de devenir député, parce qu'il fallait attendre longtemps avant que celui d'avant cède sa place. Exactement. Là, il y a eu un renouvellement profond du champ politique. Les macronistes sont arrivés. Comme personne ne tenait la baraque, bah, du coup, c'est des jeunes qui ont pris des postes. Et puis Emmanuel Macron aussi, comme il est devenu président assez jeune, a renouvelé un peu peut-être l'image de la politique, en tout cas pour les jeunes, en se disant, bah, tiens, pourquoi pas moi ? C'est pas forcément des vieux conseillers départementaux qui ont été élus locaux pendant 30 ans qui vont devenir parlementaires. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas déjà quelques jeunes, hein, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et moi, comment ça s'est fait assez vite ? Parce que voilà, j'étais très engagé. Et puis il s'avère qu'il y avait une députée dans le Calvados, mon département, qui m'a dit un jour, je me représente pas, est-ce que ça t'intéresse ? Ok. Ce genre de truc qui oui, n'arrive c'est jamais. sympa, ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ça veut dire quoi pour vous être député finalement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire représenter à la fois les gens, donc les gens, les citoyens de la deuxième circonscription, les Français plus largement, et défendre le courant d'idées politiques dans lequel je me suis engagé. Parce que moi, j'ai jamais cru dans le en même temps. Je pense que les clivages politiques sont importants. Parce qu'ils sont au cœur du débat démocratique et que si on se dit qu'il n'y a plus de clivage, donc il n'y a plus finalement de débat à avoir, que la solution technocratique doit l'emporter, c'était un peu ce que disait Emmanuel Macron, on va prendre les bonnes idées là et là, ça veut dire qu'il y a une bonne idée et que tout ce qui serait le reste serait des mauvaises idées. Pour moi, ça dévitalise le débat démocratique. Donc voilà, je crois dans le débat, mais dans le débat respectueux, parce que c'est ce qui fait aussi la vertu de la démocratie, c'est notre capacité à parler ensemble, à discuter, à délibérer, à prendre des options, faire des choix, sans se foutre sur la gueule. Ok. Et est-ce que vous pouvez me donner par exemple un point positif et un point négatif d'être député au quotidien ? Alors un point positif, c'est qu'on découvre plein de choses. Moi, j'adore ma fonction parce que tous les jours, on va explorer de nouvelles thématiques. Et c'est du défrichage permanent, donc c'est très, très riche intellectuellement. Après, des inconvénients, il y en a deux. Un, c'est la violence subie. Oui. Moi, je me reçois des torrents de haine tous les jours. Enfin, voilà. Mais bon, on finit par s'y habituer, ce qui est terrible d'ailleurs. Mais c'est peut-être un peu pareil quand on est créateur de contenu. Je veux dire, on est exposé. Moins pire que vous, je pense. On est exposé et on peut se prendre des insultes. Après, le deuxième point négatif, c'est l'absence de vie privée d'une certaine manière. Difficile de se projeter, de voir ses potes, etc. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui est assez paradoxal parce que à la fois c'est une expérience extrêmement socialisante. On rencontre énormément de gens. Il y a des jours où je me dis putain, j'ai rencontré 1000 personnes dans la journée. Et puis en même temps, des relations humaines longues, profondes, enfin des amis quoi. En fait, on a moins le temps de les voir parce qu'on n'a plus de soirée, on n'a plus de nuit, on n'a plus de week-end. Voilà. Mais du coup, vous avez été élu quand même très, très jeune, à 30 ans. Ouais. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous allez quitter le monde politique ? Peut-être. Enfin, je me dis justement, contrairement à d'autres, j'ai pas envie de faire ça pendant 40 ans. Enfin, j'ai pas envie d'être député pendant 40 ans. Je pense que c'est ça aussi de tourner. Après, je sais pas ce que je ferai plus tard. Je préfère pas me poser la question parce que je vis à fond ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vis, au jour le jour. Vu que vous êtes un fan d'histoire, j'imagine que vous avez lu énormément de livres. Est-ce que vous conseillez un livre à lire à tout le monde ? Alors moi, je sais pas, un livre que j'adore, c'est par exemple Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est vraiment un très beau livre sur l'amitié, l'amour, la vie, le pouvoir aussi. Voilà, donc c'est voilà, un livre, s'il faut que j'en conseille un. Après, des livres d'histoire, il y en a qui m'ont marqué, certaines biographies par exemple. Moi, j'avais adoré la biographie de Brunehaut,
La Reine Bruno par Bruno de Mézil, mais je l'ai lu il y a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être. Et franchement, c'était génial parce qu'on se dit, les Francs sont des gens, enfin c'est l'image commune, hein, un peu rustres, etc. Voilà. Et là, en fait, on découvre une femme de pouvoir qui a gouverné le sud, enfin le sud, enfin, je veux dire la France, mais plutôt l'Europe, l'Allemagne un peu, etc. Mais elle était super forte. Pendant longtemps, c'était la patronne. C'était la patronne. Mais on n'en parle pas à l'école, j'ai l'impression. On n'en parle pas de Bruno. Bruno. J'ai jamais entendu parler on de n'en parle pas. Si vous voulez, je vous propose de passer directement à la partie justement sur la commission d'enquête que vous avez fait au cours des dernières semaines. Comme je dis, vous êtes à l'origine de base sur la loi, comme l'a appelé Bouba, contre les influx voleurs, qui semble de base éloigné de vos sujets de prédilection. Pourquoi s'être saisi de ce dossier en particulier ? Alors déjà, quand on arrive au Parlement, on nous dit dans quelle commission tu veux aller. Donc on nous demande de choisir. Moi, je suis allé dans la commission des affaires sociales. Parce que je me suis dit, le cœur de mon engagement, c'est le combat pour l'égalité, le combat pour les droits sociaux, pour la redistribution des richesses, etc. Donc la commission des affaires sociales, c'est ce qui traite des retraites, du droit du travail, etc. Donc ça me passionnait. Donc je me suis investi là-dedans. Et il s'avère qu'un jour, il y avait un débat sur la fraude au compte personnel de formation, parce qu'on traite aussi de tout ce qui est formation professionnelle. Donc je me suis investi sur ce sujet. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui faisaient des promotions frauduleuses d'arnaques au CPF. Et donc j'ai commencé mon discours en montant à la tribune en disant, classique, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation, une formation 100% gratuite, remboursée par l'État. Et en le disant avec un ton monocorde et pas mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. Tout de suite, on se disait, mais c'est quoi ce truc ? Et ça a fait un petit buzz sur les réseaux, 200, 300 000 vues, on pourrait le relativiser, mais malgré tout, je me suis retrouvé à recevoir beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais enfin, on parle de ça, enfin, on parle des influenceurs à l'Assemblée nationale, enfin, vous avez cité Maëva Guénam, parce que c'était Maëva Guénam, dans l'hémicycle, donc il y avait un côté un peu dissonance. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est dingue ce que font les influenceurs, enfin certains influenceurs. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Faut qu'on régule ça. Ça peut pas se passer comme ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à travailler sur la loi influenceur. Mais est-ce que vous avez vu du coup des évolutions positives depuis la mise en vigueur de la loi en 2023 ? Il y a eu par exemple la création dans l'Union des métiers de l'influence et la création de contenu pour une influence plus éthique et durable. Est-ce que vous l'avez vu vraiment depuis ? J'ai vu des choses très positives. Déjà, en termes d'appropriation de la loi par les acteurs. Aujourd'hui, on sait que quand on fait de la pub, on doit dire qu'on fait de la pub. Oui. C'est de la base, mais en fait, si on ne le dit pas, on trompe, on dupe son public. Donc c'est vraiment une des clés de la loi influenceur, c'est de dire qu'on fait de la pub. Deuxième effet, c'est qu'on a régi les relations contractuelles entre les influenceurs, les agences, les marques. Avant, c'était au petit bonheur la chance. Maintenant, on impose de faire des contrats. On a aussi précisé qu'un avantage en nature était constitutif d'une rémunération. Donc ça veut dire que si j'ai une invitation quelque part, je suis dès lors en train de faire de l'influence commerciale. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est une règle qui a été diffusée dans l'espace public et qui est de mieux en mieux appropriée. Donc c'est ma petite fierté, cette loi influenceur. C'est vrai que j'ai l'impression que les influenceurs aujourd'hui l'intègrent, du moins les plus gros. La plupart jouent le jeu. Pour les nouveaux, je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais la plupart maintenant. La plupart jouent le jeu, et si on ne joue pas le jeu, le public est là pour dire « Ah, t'as oublié de préciser communication commerciale ». Et en fait, moi, j'ai pas de problème à ce que les gens fassent de la communication commerciale, mais à partir du moment où c'est dit, sinon on a l'impression que les gens se moquent de nous. Et donc, je crois que ce qui a fini par être entendu, c'est qu'il faut mieux être transparent sur l'intention commerciale en disant attention, je fais un placement de produit, c'est pas grave, machin. C'est normal, c'est accepté, c'est de la pub, mais il faut bien que je vive. Et en même temps, je vais quand même continuer à vous faire un contenu qui vous plaît, etc. Et si on le dit pas, c'est là où la méfiance s'installe et c'est là où le système ne tourne plus rond. Oui, complètement. Mais est-ce que vous consommez aussi du contenu, personnellement, sur les réseaux sociaux ? Alors, très peu, pour une raison de temps. En fait, une journée d'un député, c'est 9h minuit, 8h minuit. Donc, finalement, le temps restant est assez limité. Durant la commission d'enquête que vous avez menée ces dernières semaines, il y a Hugo Décrypte qui a notamment parlé du manque de transparence des plateformes, notamment à propos de l'algorithme, que tous les créateurs essayent de comprendre ce fameux algorithme. Et l'algorithme qui met d'ailleurs en avant souvent des contenus clivants pour faire des vues.
Quelles sont les pistes que vous creusez avec la commission justement pour essayer de lutter contre ça? Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet, et je dirais le sujet de TikTok, c'est l'algorithme. C'est ce qui fait à la fois la puissance de l'application, qu'on n'arrive pas à s'en détacher, parce qu'elle nous propose des contenus qui nous plaisent. Ah, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Donc on n'arrive pas à se détacher. Mais le problème, c'est la force de l'algorithme. C'est qu'on n'arrive pas à se détacher. Donc voilà, c'est à la fois la force et le problème, mais aussi c'est l'absence de transparence sur cet algorithme parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. On ne sait pas ce qui fait que tout d'un coup une vidéo va faire des millions de vues et puis la vidéo suivante fera quelques milliers de vues seulement. Qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a été raté? Et puis finalement, on finit par comprendre quand même qu'il y a quelques règles. La règle, c'est le clash. Oui. Plus ça choque, plus c'est clivant, plus ça marche. Et donc finalement, pour gagner de l'argent, pour gagner de la visibilité, faut faire du clash, faut faire du prank, faut faire du drama. C'est ce qu'on a appris en auditionnant les influenceurs à l'Assemblée aussi, c'est que eux, ils ont totalement conscience de ça, que leur modèle est basé là-dessus. Mais du coup, si il faut être dans le clash permanent, il y a un vrai sujet démocratique. C'est qu'on n'a plus d'espace pour une parole, on va dire, nuancée. Il y a aussi beaucoup de gens justement qui ont un peu dénoncé durant cette commission le fait que vous avez beaucoup invité des créateurs jugés comme problématiques plutôt que des gens qui essayent de faire avancer les choses. Est-ce que vous ressentez un peu la même chose? Je trouve que c'est une grande injustice. C'est qu'on a beaucoup plus parlé des auditions des créateurs problématiques. On a auditionné, donc on a auditionné 150 personnes déjà. On a auditionné des psys, des chercheurs, etc. On a travaillé sur la question de l'influence en santé, par exemple. Donc on a eu des médecins, des infirmiers, etc., qui eux-mêmes sont sur les réseaux sociaux et qui cherchent justement à développer des choses positives. On a eu des influenceurs qui étaient plutôt liés aux questions de pédagogie. On a eu un prof de physique-chimie. On a eu une TikTokeuse qui fait des contenus plus politiques. On a eu Hugo Décrypte. De tout ça, personne n'en a rien retenu, ou presque. Et ce que je trouve sidérant, justement, c'est que l'audition des influenceurs dits problématiques, elle a catalysé l'attention, mais d'une certaine manière était la révélatrice de ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le fait que les contenus les plus chocs, les plus clash, vont être ceux qui vont le mieux marcher. Moi, j'invite les gens à s'intéresser à tout ce qu'on a fait autour et à toutes les auditions qu'on a pu faire autour, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je considère quand même qu'il y a des modèles qui sont problématiques et qui ont des effets sur les jeunes. Moi, quand je vais dans une classe et que je demande à des élèves de CM2 s'ils connaissent Adèle Laurent, je l'ai encore fait la semaine dernière, ils font « Oh, bah oui !» on connaît. Voilà, ils savent très bien qu'il y a un problème de connaître Adèle Laurent, mais comment c'est possible en fait qu'ils aient accès aussi facilement à de la pornographie, à des contenus violents? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à TikTok, je connaissais pas Alex Hitchens, je connaissais pas. Par contre, j'allais dans les classes et ils me disaient, quand je leur demandais des influenceurs, In Chains. J'entendais In Chains, en chaîne. Je me disais, mais c'est qui celui-là? Et puis en fait, un jour, on m'a parlé de Hitchens. Et là, j'ai dit, ah, c'est lui qu'on me cite dans les classes. Ah oui. Et alors, je me dis, mais c'était vertigineux, quoi. C'était vertigineux. Donc c'est vrai que moi, j'ai découvert progressivement, en m'intéressant aux influenceurs, etc., un monde, un continent que je ne connaissais pas, mais qui est là, qui est bien réel, qui a des effets sur nos vies, sur notre imaginaire collectif, mais qui n'est pas le même imaginaire pour tous. C'est-à-dire que si on ne s'y intéresse pas, on ne le connaît pas. Et les parents, finalement, ne connaissent pas l'univers de leurs propres enfants. Mais c'est que vous l'avez dit, vous avez invité en fait des influenceurs à buzz et qui ont réussi leur coup. En fait, il y a eu des provocations, il y a même eu finalement un sentiment d'impunité totale, des millions de vues des mêmes. Et comment vous l'avez perçu en live, tout ça? Alors, moi en live, de toute façon, on est dans l'audition. Donc moi, je fais mon travail d'audition, donc je pose mes questions. En fait, mon but, c'est de poser des questions et d'avoir des réponses. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés en mode, tiens, nous aussi, on va poser des questions. Mais non, on n'est pas sur un plateau télé, on n'est pas sur un live, je ne sais quoi. C'est nous qui posons les questions. Et donc, en fait, ils ont refusé le format. Donc, il y avait quelque chose d'un peu perturbant. Mais en même temps, moi, j'ai continué à poser mes questions. Oui. Voilà. Et je me dis, il faut rester calme dans ces moments-là. Donc, j'ai cherché à rester calme, même s'il y avait de la provocation. Par exemple, quand Nasdaq nous explique qu'il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros, mais il le dit de façon un peu... plusieurs centaines de milliers, comme s'il avait un peu honte de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et vous? Là, il le dit beaucoup plus clairement. Je me dis, soit je dis, c'est moi qui pose les questions, et j'ai pas à te répondre, mais malgré tout, je me dis, il faut désamorcer le truc. Surtout que c'est un chiffre public. Voilà, c'est public, il y a de la transparence. Donc je dis, voilà, nous, on gagne environ 5 000 euros net par mois après impôt. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà, c'est dit.
Il n'y a pas de tabou. Mais en même temps, j'avais pas à répondre à ça. Donc il y a un peu un paradoxe là-dessus. Alors du coup, il y a un peu désarçonné, il dit ah bah mince, c'est peut-être pas beaucoup, mais vous avez des privilèges quand même, vous avez des chauffeurs. J'en ai vu en arrivant ici. Je dis, enfin, ok, il est arrivé, il a vu ce qu'on appelle la cour des chauffeurs. Oui. Il y a 10 voitures dans la cour. Bon, voilà, il y a 10 voitures pour 577 députés. Quand on doit se rendre à un rendez-vous, à un ministère ou quoi, parfois on emprunte un véhicule. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit des privilèges démesurés. Et dans ma vie de tous les jours, quand je suis en circonscription ou quoi, ou même dans Paris. Dans Paris, je me déplace à vélo. D'ailleurs, je suis arrivé ici à vélo. Mais en circonscription, c'est pareil. Mais surtout que Nasdaq, sur un podcast, avait dit, là, il était pas timoré, qu'il gagnait, je crois, entre 8 et 10 000 et 40 000 par jour. Parfois sur Snapchat. Donc là, il avait dit de manière publique, donc je comprends pas trop pourquoi il était plus timoré. C'était un peu particulier, c'est vrai. Donc voilà, parce que la question initiale, c'était est-ce qu'on a donné de l'audience ? Est-ce qu'on a contribué à les visibiliser ? Ils n'ont pas besoin de nous pour être visibles. Hein. Nasdaq, il a 9 millions de followers. Donc franchement, c'est pas moi et ma commission d'enquête, ou notre commission d'enquête avec Laure Miller et les collègues, qui va changer les choses. Mais par contre, ça a pu donner l'impression qu'il y avait deux mondes parallèles. Certains ont dit, parce qu'ils n'ont vu que les extraits qui ont été découpés par les influenceurs, qu'il y avait un côté un peu inquisitorial, procès, etc. Bon, commission d'enquête, déjà, c'est pas un procès, mais ça a des points communs avec un procès, c'est qu'on cherche à découvrir la vérité. Et que les gens qui viennent devant nous prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Comme on peut dire « je le jure » quand on va témoigner devant une juridiction. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en commun. Donc c'est pour ça que les gens disent ah, c'est choquant. Mais en fait, c'est une partie de notre job à l'Assemblée nationale que de mener ces commissions d'enquête. Donc je suis content qu'on ait découvert le monde des commissions d'enquête. Après, ça n'exclut pas des formes de bienveillance. Moi, je suis pas là pour les juger. Je suis là pour comprendre. Mais j'ai le droit aussi de dire quand je suis choqué. Parce qu'en fait, le législateur, il n'est pas là pour juger, mais il n'est pas là non plus pour être neutre. Oui. J'ai le droit d'avoir un point de vue sur les gens que je reçois. Et par ailleurs, j'ai le droit aussi de m'appuyer sur la loi pour dire qu'il y a des contenus qui sont illégaux. J'ai le droit de m'appuyer sur la loi pour dire que... Vous l'avez fait sur Manon et Julie Tanti. Manon et Julie Tanti, qu'ils avaient produit des contenus illégaux. Mais j'aurais pu aller plus loin. En fait, sur chaque Adé Laurent, il a été condamné aussi pour avoir fait des placements de produits problématiques. Ils sont plusieurs à avoir fait des placements de produits problématiques dans tous ceux qu'on a reçus. Et puis même, je veux dire, le sexisme, c'est un délit. Donc voilà, il y a des choses qui sont délictuelles ou aux marges du droit. Et en fait, notre rôle, c'est aussi d'essayer de comprendre comment on fait évoluer le droit. Et donc, qu'est-ce qui devrait être interdit ou non, mais qui est aujourd'hui aux marges de la légalité et qu'on doit encadrer. Et cette audition, c'était justement une audition qui visait à comprendre les marges de la légalité. Et si on ne l'avait pas faite, on aurait pu nous reprocher aussi de passer sous silence des contenus problématiques qui nous ont par ailleurs été remontés et qui nous sont remontés en permanence par les utilisateurs. Et moi, ce que je préfère retenir de cette audition, c'est les centaines de mails de remerciements que j'ai reçus plutôt que les quelques dizaines de messages privés d'insultes. Voilà. Parce que j'ai des parents qui ont dit « mais je découvre, c'est dingue ». Enfin, c'est ça que voient nos enfants. J'ai des jeunes qui m'ont dit « mais attendez, moi, à cause de ça, j'ai été cyberharcelé, etc. » Bon, en fait, ça, c'est ce qui donne du sens à ce qu'on a fait. Voilà. Et je crois que, par ailleurs, même s'il y a eu des clashs, au moins on aura parlé de cette commission. Voilà. C'est un mal pour un bien, ça met en lumière le problème. Et ça nous a permis, finalement, de parler de tout le reste. Et c'est ça qui est important. Mais surtout, un point en plus qui m'a interpellé, c'est que tous les influenceurs jugés problématiques disaient « c'est pas ma faute ». Ils se déresponsabilisaient, ils disaient « c'est à cause de TikTok ». Voilà. Et ça, c'était fascinant. C'est qu'ils renvoyaient toujours la responsabilité sur TikTok. Ils disaient même « n'allez pas sur les réseaux, ne faites pas ça ». Enfin, la conclusion de l'audition de Nasdaq qui est assez lunaire. Quel conseil donnez-vous aux jeunes ? N'y allez pas. N'y allez pas. Adé Laurent, oui, il y a un problème de modération côté TikTok. Ils sont incapables de faire le contrôle de l'âge. C'est pas de ma faute. Même s'il n'active pas la restriction des contenus aux mineurs. Ça, il ne savait pas. On lui a appris, parce qu'il était mal renseigné par ses avocats. Donc, bon, il y a un vrai sujet sur leur ignorance des cadres, leur ignorance de la loi. Enfin, je veux dire, on l'a vu pour les Tanti, par exemple, sur les enfants mannequins, etc. Et leur ignorance des règles de base de diffusion, mais surtout en fait, le fait qu'ils refusent de reconnaître leurs propres responsabilités quand ils font des contenus problématiques. Enfin, je suis désolé, mais quand on a des paroles qui sont violentes envers les femmes, qui appellent à l'inégalité, à violenter les femmes éventuellement si elles ne sont pas d'accord avec nous, etc., bon,
ça, c'est pas bien. En plus, ce qui énerve les gens, c'est qu'il y en a beaucoup qui font les malins parce qu'ils habitent à l'étranger. Ah oui. Et ils savent qu'on ne pourra pas venir les chercher. C'est pas vrai. Parce que vous savez qu'il y a des influenceurs qui vivent à Dubaï quand ils débarquent en France, et ça leur arrive. Oui. Ils sont captés par la police. Exactement. Donc l'impunité totale, elle n'existe pas. Et on finit tôt ou tard par le payer. Il y a aussi une des questions qui est beaucoup remontée, c'est vous avez interrogé TikTok, mais ce problème est présent de partout. Pourquoi juste une plateforme en particulier? Je suis bien d'accord. Au départ, moi, je voulais en fait qu'on fasse une commission d'enquête sur tous les réseaux. Mais on a eu un débat, et le choix a été fait de limiter à TikTok pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les plus problématiques au sens où c'est eux qui ont l'algorithme le plus puissant. Ok. Deuxième sujet, c'est là où sont le plus les jeunes. Et comme on focalisait sur les effets sur les jeunes, on s'est aussi intéressé au principal réseau. Puis troisième raison, on n'avait pas assez de temps pour faire tous les réseaux de manière aussi intensive. Donc on s'est focalisé sur TikTok, mais les recommandations qui sortiront de cette commission pourront s'appliquer à l'ensemble des réseaux. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et par ailleurs, on a reçu toutes les plateformes, donc Meta, YouTube, hier on avait Snap, qui sont venus et qu'on a aussi confrontés au même questionnement. Et d'ailleurs, ce problème, donc, c'est sur les effets néfastes sur TikTok sur les gens. Ça touche quand même beaucoup les femmes qui sont victimes du cyberharcèlement. Comment ça se fait qu'on n'ait pas invité aussi plus de femmes pour avoir vraiment des exemples concrets sur ces sujets-là? Alors, on a travaillé sur les questions de masculinisme. On a par exemple invité le collectif Stop Ficha, ou une auteure d'un bouquin qui s'appelle Pauline Ferrari, et qui nous ont rapporté aussi toutes ces histoires de harcèlement. On a eu aussi beaucoup de psys qui accueillent qui accompagnent surtout des filles, voilà, beaucoup de filles. On a travaillé sur les questions de troubles du comportement alimentaire. Et pour le coup, on a eu des nutritionnistes, etc. Et moi, j'avais échangé aussi avec des filles qui ont été victimes. Voilà, on a aussi auditionné des mineurs à huis clos. Et il y avait des parents déjà d'enfants, de filles, beaucoup, essentiellement. Mais il y avait aussi deux garçons, voilà, qui étaient là lors de l'audition. Le frère d'une fille qui s'est suicidée et un garçon qui va pas bien et une autre fille. Donc voilà, pour le coup, on n'a pas cherché. C'est juste que c'était à huis clos, c'est pour ça. Voilà, il y avait l'audition des mineurs à huis clos, parce que nous, on ne voulait pas exposer l'image des mineurs. Et on a fait l'audition des parents de victimes, où là, c'était beaucoup de filles. Ouais. Du coup, vous avez aussi interrogé TikTok. Est-ce que vous avez été satisfait des réponses qu'a apporté TikTok? Non, faut le dire. Enfin, je veux dire, ils arrivent, on leur a transmis un questionnaire 15 jours avant, c'est « Ah, désolé, on n'a pas la réponse, etc. » C'est du foutage de gueule. Voilà, on reviendra vers vous, on vous donnera les réponses plus tard. Comprenez, 15 jours, c'est pas assez. Enfin, oui, c'est ça, pour faire un contrôle F dans ton rapport d'activité. Voilà. Non, mais franchement, c'était délirant. C'était délirant, et surtout, un sentiment que tout va bien, qu'ils font tout au mieux, qu'ils accompagnent les utilisateurs, qu'ils sont kid-friendly à fond, que, voilà, il n'y a pas de sujet. Et ça m'a vraiment marqué. Il n'y a aucun problème, et quand on leur montre des choses, ils disent « Ah, ouais, mais ça, c'est passé au travers des mailles de la modération. » C'est un peu la marge d'erreur, d'une certaine manière. Sauf que la marge d'erreur, quand il y a des centaines de milliers de contenus problématiques, à un moment, il y a un sujet de responsabilité, il faudra qu'il l'assume. Mais est-ce que vous vous dites que potentiellement, il faudrait interdire, comme on avait déjà parlé Emmanuel Macron, les réseaux sociaux aux plus jeunes, par exemple? Moi, je suis assez mesuré avec cette mesure. Je pense que les jeunes ont le droit à des espaces de socialisation numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit à des espaces préservés et protégés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme les réseaux sociaux ne protègent pas assez, ces espaces sont dangereux. Donc, en fait, disons que s'il faut faire preuve de radicalité, moi, je serais plutôt pour l'interdiction des réseaux qu'on juge problématiques, s'ils ne font pas assez d'efforts, de modération, s'ils ne font pas assez d'efforts aussi en termes de protection de la souveraineté des données, etc. Voilà. Moi, je suis plutôt pour ce type de mesure brutale. Parce que sinon, les moins de 15 ans, à 16 ans, en fait, on peut être vulnérable. Hein. Moi, j'ai vu dans l'audition les parents d'une fille qui s'est suicidée alors qu'elle avait installé TikTok à 15 ans et demi. Bon, en fait, voilà, le problème n'est pas réglé, en fait, à interdire à moins de 15 ans. Ça a tout de la fausse bonne idée, en se disant, tiens, je vais mettre un truc dans le débat public pour montrer que j'agis. Mais déjà, le risque, c'est l'impuissantement, parce qu'en fait, tout ceci se règle aussi beaucoup au niveau européen. Donc, on peut ne pas réussir à le faire. Et puis, deuxième sujet, au-delà de l'impuissantement, il y a un sujet d'infantilisation, alors que finalement, les jeunes sont beaucoup plus matures qu'on ne le pense,
sont beaucoup plus conscients des travers des réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut pouvoir les protéger des problématiques d'addiction les plus problématiques et des contenus violents. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, séparer les majeurs et les mineurs ? Mais moi, je suis pour. Je suis pour qu'il y ait en fait vraiment des univers restreints pour les mineurs. C'est ce que nous dit Snapchat, par exemple. On les a reçus hier. Ils nous disent nous, on a un mode mineur, on ne peut pas avoir de contact avec les majeurs, etc. C'est très, très protégé. Oui, sauf qu'en fait, si la moitié des mineurs n'ont pas leur âge qui est contrôlé et c'est déclaratif, en fait, on fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Donc, en fait, le vrai problème, c'est comment on arrive à mesurer l'âge, donc à vérifier l'âge. Donc, la vérification d'âge, c'est la première brique de tout le reste. Et derrière, comment est-ce qu'on arrive à faire des espaces protégés pour les mineurs, mais aussi des espaces protégés pour les majeurs, parce que les majeurs, ils sont vulnérables aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une campagne actuellement de Instagram, notamment dans le métro, même sur LinkedIn, qui demande que l'âge soit vérifié, non pas sur Instagram, mais directement sur l'App Store. Ça permet aussi de se déresponsabiliser, pour le coup. Est-ce que ça peut être une solution qu'on pourrait envisager ? Parce que vous l'avez dit, en fait, il y a des mécanismes de vérification d'âge qui sont en train d'être mis en place. Ça existe. Maintenant, la question, c'est quel est le plus pertinent ? Ça, d'ici un an et demi, on aura fait le tour de la question. Il faut que les plateformes arrêtent de se déresponsabiliser. Pour moi, cette responsabilité, elle est partagée. Les constructeurs ont leur responsabilité. Les applications ont leur responsabilité. Mais c'est jamais que de la faute de l'autre. C'est la faute de tout le monde. Et c'est tout le monde qui doit s'assurer d'avoir des mécanismes de vérification d'âge qui sont efficaces. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut forcer des plateformes qui semblent intouchables, honnêtement ? Vous l'avez dit, c'est peut-être même à l'échelle européenne, mais est-ce qu'on peut se dire un jour interdire une plateforme ? Est-ce que si on dit demain on interdit, je prends l'exemple X, il n'y aura pas les Américains qui vont dire ok, nous on vous met des amendes ou n'importe quoi sur vos entreprises aux États-Unis pour faire pression, par exemple ? C'est le risque. Ou même en Chine avec TikTok. C'est le risque. C'est le risque. Mais à un moment, en fait, ce qui est en jeu, c'est la démocratie. C'est le fonctionnement des sociétés, parce que les effets des mésusages de l'algorithme sont terribles. Hier, on avait une table ronde consacrée aux radicalités. La diffusion de la pensée djihadiste favorisée par les réseaux sociaux, c'est exponentiel. Exponentiel. On a une banalisation. On a une capacité pour les djihadistes, par exemple, d'avoir l'air cool, sympa. Ils se prennent en vidéo avec des chats. Tout de suite, c'est plus la même chose. Hein. C'est plus le terroriste avec le couteau entre les dents, ou la ceinture d'explosifs autour de la ceinture. Donc, voilà, il y a un vrai sujet de quel modèle de société on veut. Et à un moment, en fait, il faudra peut-être prendre des mesures fortes pour forcer la régulation véritable des contenus. Mais surtout qu'en plus de ça, les plateformes créent en fait des communautés d'intérêt où en fait on va pousser que du contenu homogène. Donc si vous êtes de droite, il n'y aura que du contenu de droite, de gauche exactement pareil. Et finalement, vous avez parlé de démocratie, ça supprime le débat parce que finalement, plus personne ne parle. Alors on ne s'est pas focalisé là-dessus, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux immenses. Nous, c'était plus côté santé mentale, mais malgré tout, toute la stratégie informationnelle doit être analysée aussi. Et moi, je le vois sur X, par exemple. J'ai beau être abonné quasiment qu'à des comptes de gauche, je ne vois plus que du contenu d'extrême droite. C'est terrifiant. Je ne vois plus que Musk, que des contenus racistes, etc. À Musk, je pense que c'est parce que ça lui appartient et qu'il s'auto-pousse. Musk, Trump, et des contenus racistes. Vraiment. Donc, pour moi, il y a un sujet parce qu'en fait, on va voir les contenus qui retiennent notre attention. Pas forcément les contenus qu'on aime, mais les contenus qui retiennent notre attention. Donc, si on critique négativement un contenu raciste, si on le regarde parce qu'on est choqué, en fait, on va y être exposé de plus en plus. Donc, voilà, il y a des effets de bulle d'enfermement, mais il y a aussi des effets de dérive. C'est que ça va radicaliser, ça va polariser le débat, parce que ce qui est radical est ce qui choque et ce qui capte l'attention. Toujours. Et surtout le contenu négatif, c'est encore pire. Mais d'ailleurs, vous utilisez les réseaux sociaux donc en tant que député, donc TikTok, Instagram. Est-ce que vous pensez que tous les élus politiques devraient utiliser les réseaux aussi pour mieux communiquer ? Moi, j'essaie de le faire parce que je considère que c'est aussi un espace où on peut faire connaître son métier, faire voir un peu à quoi ressemble le quotidien. Si on suit les stories d'un député, on peut voir un petit peu ce qu'il fait. Et du coup, on peut se dire qu'il fait des choses. Moi, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Virginie, qui est dans la commission. Je lui fais un petit coucou. Virginie, elle est venue, parent d'enfants victimes. Et pour le coup, elle ne pensait pas que les politiques faisaient tout ce qu'on fait. Et donc, de temps en temps, elle m'écrit « Mais vous êtes là, le lendemain, vous êtes là, et après, vous êtes là. » Et en fait, les gens pensent qu'on est là
payer à rien faire, c'est un peu ça le truc, hein, payer 5000 balles par mois avec nos impôts, etc. Et juger uniquement sur la présence à l'Assemblée. Juger uniquement sur la présence dans l'hémicycle. Moi, la commission TikTok, c'est 25 heures par semaine. C'est 25 heures pendant lesquelles je ne peux pas être dans l'hémicycle en même temps. Oui. Et donc, en fait, notre activité, elle est plurielle. Chacun se spécialise. Et donc, il faut accepter aussi qu'il n'y ait pas tout le monde dans l'hémicycle. Il faut accepter qu'on ne voit pas tout le temps son député en circonscription, parce que parfois, il est à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, on va dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans ma commune. Bah oui, mais parce qu'en fait, il a d'autres activités. Et puis, il faut accepter que ton député, il est humain. Donc, ça veut dire que si tu ne le vois pas le dimanche après-midi, bah moi, j'essaie en général de m'accorder le dimanche après-midi en famille. Surtout si on n'est pas, si c'est pas à Paris, c'est-à-dire qu'il faut aller. Et en plus, on est en circonscription, donc on a le temps de transport. Donc moi, pour aller de Paris, c'est 3 heures. En plus, on n'a pas toujours les trains. Donc Oui. souvent, moi, je prends les trains pour rentrer à Circo à 6h12. Bref, tout ça pour dire que on se couche tard, on se lève tôt, on travaille beaucoup. Et donc les réseaux sociaux, ça permet de faire connaître un peu ce qu'on fait, même si moi je vais pas aller dans le détail de tiens, je suis en train de manger ça ou quoi, voilà, mais il y en a qui le font, hein. Mais c'est important. Après, on manque de moyens aussi. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas quelqu'un pour gérer ma com toute la journée. Donc c'est mon collaborateur à Paris qui, à côté de tout le reste, qui est déjà énormément de travail, va essayer de m'aider à gérer ma com. Moi, j'ai pas le temps de publier des contenus, etc. Donc, voilà, c'est plutôt lui qui va le faire. Sauf de temps en temps, je fais une ou deux stories, mais c'est ponctuel. En fait, si j'ai pas quelqu'un pour ma com, je suis moins visible que d'autres. Il y a des députés qui ont misé à fond sur la com, qui ont pris un communicant, ils font des centaines de milliers de vues. C'est très bien. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. Même si j'ai fait le choix quand même d'être sur toutes les plateformes, je me suis dit tant pis, j'aurai pas le buzz, j'aurai pas la viralité absolue. Bon, sauf une fois, ce qu'on appelle le quart d'heure roi rolien, mais ça retombera. Enfin, je veux dire, faut être lucide là-dessus. Mais c'est parce que je recherche en fait. Par contre, si on s'intéresse à mon activité, là, on peut aller s'abonner et voir un peu ce que je fais. Mais bon, je ne recherche pas d'avoir 3 millions d'abonnés sur TikTok. C'est pas mon objectif de vie, quoi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, au cours des derniers mois, il y a Magali Berda, donc, qui était quand même au cœur des sujets sur la loi de l'influence, notamment, qui a quand même multiplié un peu les incursions politiques. Elle est allée à l'Assemblée, elle a fait maintenant des interviews avec des élus politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est normal, ce genre de choses? On est sur quelque chose qui est à la frontière. Et c'est vrai que Magali Berda, c'est vrai que la loi influenceur, elle a été faite en partie à cause des dérives des influenceurs de son agence. Et de 2-3 autres agences. Elle s'est beaucoup exposée là-dessus, elle a été cyberharcelée, c'est vrai, et c'est pas bien. Mais, et d'ailleurs, j'ai toujours condamné le cyberharcèlement dont elle avait été victime. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, en dehors de ça, elle a une responsabilité dans les dérives de l'influence qu'elle n'a jamais voulu reconnaître. Et récemment, par exemple, elle s'est mise en scène à faire la campagne de Shine, qui est la marque de vêtements bas de gamme produits en Chine, qui est un désastre écologique, etc. Elle a été voir des gens dans la rue, qu'elle a mis dans des campagnes de pub. Les gens, ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient se retrouver dans une campagne de pub. Donc c'était totalement délirant. Donc moi je lui ai dit mais attends, ça va pas du tout. Voilà. Et donc je continue à mener ce combat-là. Après qu'elle vienne à l'Assemblée. Alors que pour moi, je considère qu'elle fait partie quand même de ceux qui ont contribué à faire de l'influence quelque chose qui peut être par certains aspects problématique, alors qu'on pourrait être sur quelque chose de beaucoup plus positif. Moi, ça me gêne. Voilà. Et j'ai dit à des collègues, mais pourquoi vous faites ça? Quel est votre besoin de rechercher une part de sa visibilité? Parce que c'est ça. Alors que franchement, pour moi, c'est pas souhaitable, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut aussi une part d'éthique quand on fait de la politique. Parce que la visibilité à tout prix, ça a un coût derrière. Ça a un coût moral, ça a un coût. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à toutes ces questions sur TikTok. Je vous propose de passer à la séquence suivante que j'ai appelée Red Flag, Green Flag. Donc il y a 2 drapeaux ici et je vais vous donner une affirmation et à chaque fois, vous allez me dire Green Flag, vous êtes d'accord ou Red Flag, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé de détailler, mais vous pouvez un peu aller en détail. C'est tout type de sujet cette fois. Main gauche, le rouge quand même. Et puis voilà. Il faut taxer les riches. Green Flag. Il faut taxer les riches parce que si on regarde les niveaux d'enrichissement des plus riches, c'est délirant, c'est de l'inédit. On avait dit que la Première Guerre mondiale, parce qu'elle avait
eu de la destruction de richesses, avait mis fin à une société de rentiers, qui était la société de la fin du 19e siècle, où l'élite, en fait, vivait de ses propriétés foncières et n'avait pas besoin de travailler. Et bien aujourd'hui, en fait, on est en train de revenir dans une société d'héritiers, où on a une élite, mais une élite qui est quand même assez conséquente, qui peut être 3, 4, 5% de la population française, qui n'aura pas besoin de travailler demain. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué visuellement, c'était la une d'un magazine qui s'appelle, je sais plus, Le Revenu, ou je sais plus quoi. Et c'était vivre sans travailler, et on voyait un mec avec son cigare allongé au bord de la plage. Et donc, en fait, ces mêmes personnes qui vont nous dire en fait, les pauvres ne travaillent pas, etc., eux-mêmes valorisent un modèle où on vit sans travailler, on est rentier. Je vois, par exemple, en ce moment, les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Il y en a certains, ils n'ont pas besoin de travailler. Alors, ils n'ont pas besoin de travailler. En fait, il faut taxer les héritiers pour redistribuer la richesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas hériter du petit pécule de ses parents. Mais en fait, aujourd'hui, on est à des niveaux de non-taxation où finalement, il faut mieux être millionnaire, on est moins taxé que quand on a une petite maison qu'on veut transmettre à ses enfants. D'accord. Donc taxons. Le 49.3 est un abus de démocratie. Oui et non. C'est-à-dire que le 49.3, c'est toujours choquant parce que c'est quelque chose qu'on impose contre la volonté du Parlement. Et pour moi, le Parlement est souverain, le Parlement doit avoir le dernier mot. Le problème, c'est que quand on est dans des régimes où il n'y a pas de majorité absolue, le 49.3 peut être utile pour faire passer un budget sans qu'on ait à le voter. Le problème, c'est que ça ne force pas au compromis. Oui. Donc voilà, moi je suis plutôt hostile au 49.3, mais néanmoins c'est un outil qui est dans la Constitution et donc du coup le gouvernement est libre de l'utiliser. C'est pas comme s'il y avait un coup d'État. Oui. Donc je pense qu'il faut être mesuré là-dessus. C'est pour ça que je dis non, parce que c'est une règle qui a été créée démocratiquement et qui existe démocratiquement. Voilà, et que si on n'est pas d'accord, on peut toujours renverser le gouvernement. S'il y a une majorité au Parlement pour s'opposer au passage en force, alors on peut faire tomber le gouvernement. C'est ce qui s'est passé avec Michel Barnier. Exactement. Donc du coup, il y a encore un contre-pouvoir derrière le 49.3. C'est pas un droit de veto absolu, c'est un droit de veto que le gouvernement ne peut utiliser qu'avec prudence parce qu'il peut signifier sa chute. Voilà. Néanmoins, pour moi, il faut le limiter encore plus. Voilà. Et il faut éviter d'utiliser et peut-être même le supprimer parce que finalement, une société qui débat et qui délibère en fonction de la majorité dans l'hémicycle, c'est peut-être plus souhaitable. Les salaires des députés sont trop élevés. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée qui a toujours été compliquée dans l'histoire française. Ouais. C'est un peu un tabou parce que dès que les députés s'augmentent, ça alimente l'antiparlementarisme. Pourquoi est-ce qu'on a créé des indemnités pour les députés ? Parce qu'on considérait que c'était un travail à temps plein et justement, il ne fallait pas que ce soit que des rentiers qui deviennent politiques. Être député, c'est un engagement, c'est un sacerdoce. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, j'étais prof avant, donc j'ai augmenté mon niveau de vie, mais bon, en même temps, j'ai des... En même temps, vous pouvez perdre je travaille beaucoup, en cas de dissolution. C'est un risque, du jour au lendemain, on peut le perdre. Et puis je considère que le taux horaire, si on travaille 90 heures ou 80 heures par semaine, c'est pas non plus énorme. Enfin, je veux dire, il y a des ouvriers qualifiés qui gagnent des fois 2005, 3000. Les médecins, n'en parlons pas, mais bon, après, voilà, ils ont notre vie entre leurs mains. Dans le privé, on peut, quand on est consultant dans je sais pas quelle boîte, chez McKinsey, on gagne plus qu'un député. Voilà, donc... je pense que c'est un bon niveau de salaire. On gagne moins que les autres parlementaires européens. On n'a pas à se plaindre. Je dirais ça comme ça. On gagne bien notre vie. Voilà, on gagne très bien notre vie. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais c'est important d'être pas trop mal rémunéré parce que ça évite aussi la corruption. Bien sûr. Il faut plafonner les salaires des grands patrons. Oui. Après, limitation des écarts de rémunération dans l'entreprise, c'est un sujet. 1 à 20, par exemple. 1 à 12. Voilà, c'est... Je veux dire, un grand patron qui gagne, admettons que le moins payé dans l'entreprise gagne, 1 500 euros. S'il gagne, par exemple, 15 à 20 000 euros par mois, c'est déjà pas mal.
on peut bien vivre avec 15 à 20 000 Mais euros après, par souvent, mois. les grands patrons, en fait, ils ont des actions. L'entreprise, si elle est cotée, Oui, donc, voilà. ils ont des petits salaires, en fait, je pense. Après, il faut réguler tout ça aussi. Il faut le fiscaliser. Le Rassemblement national est le parti le plus dangereux de France. Oui. Je sais pas si c'est... Red flag, green flag, non, green flag. Voilà. Et une dernière que je pose à tout le monde. L'argent fait le bonheur. Non. Alors, je sais pas, on va dire red flag. Red flag, oui. L'argent fait pas le bonheur. Il y a des gens très très riches qui sont très très malheureux. Et il y a des gens très très pauvres qui sont très très heureux. Je pense que ce qui fait le bonheur, c'est le sens qu'on donne à son existence et la capacité de vivre en harmonie avec son environnement. Voilà, donc moi je trouve que, par exemple, j'ai un métier, enfin j'ai une fonction plutôt qui a beaucoup de sens. Je suis très heureux parce que voilà, la représentation a du sens. Après, si je fais plus ça et que je gagne moins d'argent, je m'en remettrai très bien. Voilà. Bah souvent, ce que les gens me répondent, c'est que l'argent, à la limite, peut vous acheter la liberté et le temps de faire ce que vous voulez. Ah bah c'est sûr. Non, Non, mais pour le coup, de ce point de vue-là, on peut vivre mieux en n'ayant pas faim le matin, faim le soir. Voilà, en pouvant s'occuper bien de ses enfants. Et donc, en fait, l'aisance matérielle est essentielle. Voilà. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à permettre à tout le monde d'accéder à la dignité, à l'aisance matérielle, et c'est ça notre combat. Très bien, merci. Et je vous propose pour la dernière séquence de passer à la séquence que j'ai appelée la parole du peuple, ce que j'ai posé en question sur Instagram. Si vous avez une question à Arthur Delaporte, quelle serait-elle? Et je vous laisse piocher directement dans le petit bol les questions. Donc aléatoirement, il y en a plein, on va en faire que quelques-unes, mais au moins ça met un peu de challenge. Alors, ça ressemble à quoi la journée d'un député? Ça, c'est une super question. Alors, quand je vais dans une classe, j'affiche mon emploi du temps. Alors, c'est dommage, je ne peux pas le faire, mais tiens, je vais afficher la journée d'aujourd'hui. Je vais essayer de la mettre. La journée d'un député, ça ressemble à ça. Ah ouais. C'est-à-dire, en fait, quelque chose... Alors, tiens, je monte à la caméra. Il faudra zoomer, mais bon, en gros, j'ai entre 3 et 4 choses en même temps. Ah oui. Par exemple, là, j'ai une audition en commission des affaires sociales et je suis en train de faire un tournage. J'ai une inauguration à Caen du bus de l'entrepreneuriat BGE Normandie. Donc, il faudrait que je sois à Paris et à Caen en même temps. Oui, il faut faire des choses. Globalement, je commence ma journée vers 8h du matin quand je suis à Paris, 8h, 8h30 par des petits déjeuners. Ensuite, des rendez-vous. Donc, je suis à Paris du lundi après-midi, en gros, au jeudi dans la journée, en général. Je suis à Caen du jeudi dans la journée au lundi matin. Donc ça fait en gros à peu près 2 jours de travail en circonscription, 3 jours à Paris et le week-end où je finis, où je fais le tour des événements, etc. Oui. Donc voilà, c'est disons 3 jours et demi. Donc on a vraiment une vie schizophrène où on est séparé entre la demande du local et la nécessité de faire son mandat à l'échelle nationale, même si je trouve qu'avec la fin du cumul des mandats, les citoyens comprennent de mieux en mieux la nécessité d'être à l'Assemblée nationale parce que c'est d'abord notre fonction. Même si voilà, il y a toujours ce truc de le député, c'est celui qui reçoit aussi les gens qui, en dernier recours au niveau local, parce qu'ils sont dans une galère administrative avec la MDPH, ils n'arrivent pas à avoir d'affectation d'AESH, etc. Ils nous disent comment je fais. Donc nous, on essaie d'interpeller les différents pouvoirs publics. Donc en circonscription, à quoi ça ressemble? Je reçois des gens à ma permanence, des acteurs économiques, je me déplace dans des rendez-vous, dans des inaugurations. Dans le Calvados, on en a beaucoup parce qu'avec les plages du débarquement, on a énormément de lieux de mémoire. Donc je passe mon temps à déposer des gerbes sur des monuments aux morts, mais ça fait partie de la fonction de représentation. À l'Assemblée nationale, globalement, c'est structuré de la façon suivante. Il y a parfois des débats dans l'hémicycle le lundi à partir de 16h jusqu'à minuit. Donc ça, c'est ce que j'ai fait par exemple le lundi soir. Ensuite, le mardi matin, on a ce qui s'appelle la réunion de groupe. Donc on réunit, chaque groupe politique se réunit. Moi, c'est le groupe socialiste, de 10h à midi environ. Je fais le point presse, parce que je suis porte-parole du groupe socialiste, tous les mardis vers 12h15. Ensuite, on a des déjeuners, donc soit avec mes collaborateurs, soit avec des journalistes. Ça m'arrive assez régulièrement. Et puis après, je réunis les commissaires de la commission des affaires sociales que je coordonne pour parler de l'agenda des semaines à venir, se répartir le travail. Questions au gouvernement, 15h, 16h. Et ensuite, travaux en commission, dans l'hémicycle, différents rendez-vous. Mercredi matin, sanctuarisé pour les commissions. Mercredi après-midi, débat. Jeudi aussi, débat. Et jeudi, très souvent, avec des niches. Donc ça veut dire que chaque groupe politique a une journée par an qui peut consacrer à l'examen des textes qu'il souhaite. Voilà, donc après retour en circonscription le vendredi, inauguration. Des journées bien remplies. Dans les classes. Donc voilà, on perd pas beaucoup de temps, c'est très 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 dense, mais c'est passionnant.
Je vous propose de faire une dernière Ouais, parce que question j'étais trop et après on rapide. conclura. Mais c'est important de raconter ce que Non, fait non, un pas trop député, rapide, je pense. non, c'était très bien. Juste une dernière Alors, comme ça. Une dernière. Qu'importe les gouvernements, j'ai l'impression que rien ne bouge en France, ça ne vous décourage pas. Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire si on a une vision figée des choses. Mais moi, je crois dans la politique, puisque la politique, c'est ce qui a transformé notre pays. S'il n'y avait pas eu des gouvernements qui avaient porté, par exemple, ou des parlementaires, les socialistes notamment, c'était leur combat, la journée de 8 heures, puis la semaine de 40 heures, 39 heures, 35 heures, eh bien en fait, on continuerait à avoir des journées de 11 heures comme au 19e siècle. Donc en fait, les droits sociaux, les combats pour les droits sociaux, c'est un progrès politique. Donc moi, je crois dans la politique parce qu'elle nous a permis, plus largement, de réguler l'espace social. Et que s'il n'y avait pas les gouvernements et les parlementaires pour réguler l'espace social, alors ça serait la loi de la jungle. Et on le voit aujourd'hui avec la loi influenceur, par exemple. Donc voilà, moi je crois dans la force de l'action politique. Évidemment que parfois, on peut avoir un sentiment d'impuissance. Évidemment que parfois, on peut se dire que c'est pas suffisant, qu'on aurait aimé aller plus loin. Il y a des contraintes. On vit dans un univers de contraintes. Donc on doit gérer les contraintes, on doit les accepter. On peut jamais faire tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on aurait aimé. Mais si on se bat pas, alors c'est sûr qu'il se passera rien. Super. Alors écoutez, avant de vous laisser le mot de la fin, déjà je vous tenais à vous remercier d'être venu sur ce podcast. J'ai pris 1 heure de votre temps sur une journée très chargée, donc merci beaucoup déjà. Je peux pas faire une dernière question rapide ? Allez, une petite dernière, alors vite fait. Bah quand même, mais il y en a très plein, rapide. là. Ah, il y en a plein, je sais. Que risque Alex Setchen suite à son coup d'éclat durant l'audition ? Très simple. Une amende, alors j'ai plus le montant, 7 500 € je crois, et de l'emprisonnement. Donc à suivre. Ben voilà, c'était la dernière question. Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir suivi l'épisode donc sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner car ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte Instagram Charles Gasto, mais aussi sur le compte de Arthur Delaporte qui sera en description, donc Arthur Delaporte sur Instagram. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Et donc Arthur Delaporte, député de la 2e circonscription du Calvados. Si vous aviez un message à toutes les Françaises et les Français, quel serait-il ? Alors, ça fait un peu déclaration. Bien sûr. Chères Françaises, chers Français. Mon mot de la fin sera simple. Croyez dans la politique. Il n'y a rien de pire en fait que le désengagement, la passivité. Et engagez-vous vous-même si vous n'êtes pas content de vos représentants, parce que vous verrez, c'est à la fois enrichissant et c'est un travail fastidieux mais nécessaire. Donc voilà, engagez-vous comme il disait.